Alors, dans cette vidéo, on fera la correction des activités des pages 153 à 156 sur les masses d'air et leur déplacement. Commençons avec la section 6.2 à 6.4. On nous demande quoi choisir parmi les choix suivants à propos des différences de climat entre les deux masses d'air, en fait, les différences de masse d'air. On dit qu'à l'arrivée du printemps, on demande quel facteur différencie les masses d'air que nous avons au Québec par rapport à celle qu'il y a au-dessus de l'Arizona, où le climat est désertique. Bien, il y a forcément une grosse différence entre le climat québécois au printemps et le climat de l'Arizona. Au printemps, la neige fond, il pleut, c'est humide. En Arizona, c'est un désert. De plus, quand on nous demande de donner des facteurs qui différencient des masses d'air, automatiquement, il faut penser à trois choses. T, H, P. Comment est la température, chaude ou froide? Comment est l'humidité? Est-ce que le taux d'humidité est élevé, c'est très humide, ou est-ce que c'est plutôt sec? Et comment est la pression atmosphérique, plus haute ou plus basse? Ce sont les trois facteurs à décrire. L'insolation n'est pas un facteur qui influence les masses d'air. L'insolation parle de la quantité de chaleur ou de lumière qui touche le sol. Le type de nuage n'est pas une caractéristique d'une masse d'air. La caractéristique des vitesses des vents qui l'ont formé ou de la température, mais pas une caractéristique des masses d'air en tant que telle, ni plus que pas plus que la pollution. Par contre, dans le choix D, on a température, humidité, pression, les trois facteurs qui distinguent les masses d'air. On a un bon choix avec D. À la deuxième, en deuxième, on va nous mentionner qu'il y a des journées qui sont chaudes et humides en été. Donc, on pense à une journée chaude et humide, comme on les sent souvent à la rentrée scolaire. On nous demande pourquoi est-ce que l'arrivée d'un front froid va amener des précipitations abondantes et des vents forts. Souvenons-nous qu'un front froid, c'est la rencontre entre une masse d'air froid qui avance dans une masse d'air chaud. Alors, je pourrais avoir ma masse d'air froid ici, qui avance vers la droite, vers une masse d'air qui était plus chaud. L'air chaud, lui, contient probablement plus d'humidité que la masse d'air froid à cause de l'espace entre ces particules. L'air chaud est forcément plus léger que l'air froid à cause de sa masse volumique plus petite, l'espace entre ces particules de gaz. Quand la masse d'air froid va arriver, l'air chaud va rapidement être propulsé à prendre de l'altitude, se refroidir, former des nuages qui vont amener des précipitations. Le choix de réponse qui nous parle de ceci me semble le plus adéquat là-dedans ici, nous parlerait du B. Pourquoi? Parce que dans celui-là, on parle de l'air froid, plus dense, c'est vrai, dense, donc la masse volumique plus élevée. Il est derrière le front froid est bien derrière le front. Il va s'engouffrer sous l'air chaud, c'est un mot-clé important. Celui-ci, donc l'air chaud, va se refroidir en prenant de l'altitude, entraînant condensation et des précipitations. C'est comme ça que va se passer ce front froid. Il est très important donc de bien distinguer, de bien voir les distinctions entre front froid et front chaud, la vitesse avec laquelle l'air chaud va monter par rapport à entre l'air froid où ça va monter très vite et l'air chaud, ça va être progressif, ça va monter graduellement, ça n'amène pas les mêmes nuages, ça dure beaucoup plus longtemps quand c'est un front chaud. Voyons la question 3. Est-ce qu'il est possible qu'un ouragan entraînant de fortes précipitations soit observé au Nunavut, un territoire du nord du Canada? Bien, souvenons-nous qu'un ouragan, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un cyclone. Un cyclone, une masse d'air qui tourne, mais en prenant de l'altitude, en montant. Donc, ça prend de l'air chaud. Pour un ouragan, ça prend un cyclone très violent, ça prend donc beaucoup de chaleur. Les cyclones se forment seulement dans les régions très chaudes et au-dessus des océans. Le Nunavut n'est pas un territoire océanique et ce n'est pas un territoire chaud. Alors, quand on nous demande de justifier notre réponse, on pourrait mentionner non, il n'y en aura pas des ouragans qui vont se former ou être observés au Nunavut. Et dans nos éléments de réponse, il faudrait mentionner quels sont les critères nécessaires pour qu'il se crée un ouragan. Et puis on va mentionner comment ça se fait que le Nunavut ne fonctionne pas. Alors, on va mentionner non, il faut beaucoup de chaleur. J'allais dire il faut beaucoup de chaleur et être au-dessus d'un océan et être au-dessus d'un océan pour qu'un ouragan se forme. Océan pour qu'un
ouragan se forme. Virgule. Mais le Nunavut est un endroit très froid. Bien, plus froid. Ça dépend. L'été, c'est tiède frais. Mais le Nunavut est une région froide. Bon. Est-ce qu'une réponse plus courte aurait été acceptable? Bien, si on me répond non, parce que le Nunavut est un territoire froid, il faudrait absolument me dire en quoi c'est gênant que ce soit froid. Alors, il faudrait me mentionner absolument que ça prend de la chaleur faire un ouragan et il fait trop froid au Nunavut. 4. Le schéma nous montre deux masses d'air de même volume, donc même dimension. On l'observe et on répond aux questions. On voit le nombre de particules qui n'est pas le même entre les deux. Il y a plus d'air et de vapeur. Il y a la même quantité de vapeur, on dirait. Peut-être un petit peu plus à droite, mais il y a beaucoup plus de particules de gaz dans la masse d'air 1. On te demande dans laquelle des deux masses d'air la pression est-elle plus élevée. On se rappelle que la pression, c'est le poids de l'air sur le sol. Donc, le poids de l'air va être plus grand si la masse d'air est plus massive aussi. Alors, pour le même volume, on a plus de masse, on a plus de particules. La masse d'air 1 va être celle qui a le plus de pression. On pourrait mentionner la masse 1, car elle contient plus de particules, davantage de particules. Elle contient davantage de particules. Donc, plus grande pression. B. Supposons que la masse 2 rattrape la masse d'air 1. On va se faire une flèche. La masse 2 rattrape la masse d'air 1. Donc, il y a un déplacement de 2 vers 1. De quel type de front on trouverait entre les deux? Donc, quel type de front on aurait ici, au passage de la 2 qui fonce dans la 1? Bien, les fronts, c'est la rencontre de deux masses d'air, et on dit qu'un front est chaud si c'est de l'air chaud qui avance sur de l'air froid. Bien, effectivement, on va avoir une masse d'air plus chaude ici. Pourquoi je dis qu'elle est plus chaude? Je vois que les particules sont plus loin les unes des autres, donc ça veut dire que l'air ici, il est dilaté, donc plus chaud. Il est dilaté, donc c'est chaud, et là, c'est de l'air froid. On a de l'air chaud qui fonce sur du froid, c'est un front chaud. La suivante nous demande, au passage de ce front, de quelle façon la température mesurée au sol changera-t-elle? Bien, quand un front chaud avance sur une masse d'air, ce front chaud va lentement écraser, lentement, parce que c'est très léger, là. Il va se déplacer par-dessus, il va monter par-dessus l'air froid, et avec le temps, l'air froid va lentement se déplacer pour laisser place à l'air chaud. Donc, il va faire plus chaud parce que l'air est chaud. Donc, la température va augmenter. On demande quel type de système décrirait le mieux le phénomène observé par l'arrivée de la masse d'air 2. Alors, la masse d'air 2 est arrivée. Alors, une fois que la masse d'air chaud est arrivée sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'air va avoir tendance à faire un cyclone ou un anticyclone? Le cyclone, c'est de l'air qui se soulève, l'anticyclone, de l'air qui descend. Puisque c'est de l'air chaud, on va considérer que c'est de l'air plus léger, il aura donc tendance à se soulever. Donc, passage d'un cyclone, une dépression. Enfin, en E, en dessous, on demandait quel symbole pourrait représenter cette situation. La situation, on voit ici qu'on a des fronts qui représentent la situation. On a des fronts chauds et des fronts froids. Nous, on a établi que c'était un front chaud qui se passe, un front chaud, oui, qui se produisait. Donc, on va éliminer les pointes en triangle parce que ceux-là, ça correspond à des fronts froids. Il y a 1 et 4 qui utilisent les demi-boules pour les fronts chauds. Et il n'y a que celui qui est en rouge qui va décrire de la chaleur. Donc, numéro 4. Numéro 1, ça n'existe pas. Hein? On aurait montré un front chaud en bleu, c'est pas logique. Pas plus qu'en bas, un front froid en rouge, c'est pas logique. Numéro 5. Eh bien, ici, on observe la petite carte, et puis on nous demande que représente la ligne bleue. Ben, on vient d'en parler. Une ligne bleue, c'est froid. C'est une ligne de front, et c'est une ligne de front froid qui se dirige vers le sud-est, comme ça. Donc, on pourrait mentionner un front froid. Un front froid. Voilà. On nous demande d'inscrire frais, chaud et froid aux bons endroits sur la carte pour qualifier la masse d'air. Donc, comment sont les masses d'air? On parle de température, pression et puis humidité. Ici, on parle seulement de la température. Bon, ben, écoutez, qu'est-ce qu'on va mettre ici en haut? Comment qualifier cette masse d'air? Étant donné que la ligne bleue qu'on voit présente un front froid,
froid, ça veut dire que c'est de l'air froid qui avance sur une région chaude. Forcément, en arrière, c'est froid et ça avance sur du chaud. Donc, ici, on n'a pas le choix, on va mentionner que c'est de l'air froid et ça va foncer sur de l'air chaud qui est ici. Et on voit que notre logique est bonne parce qu'après ça, on a une ligne de front chaud qui s'en va vers l'est. Pour un front chaud, c'est de l'air chaud qui avance sur du plus froid. Donc, on a de l'air chaud qui va avancer sur de l'air plus frais qu'on va mentionner ici. Voilà! C. Combien de masses d'air observe-t-on sur cette carte? Eh bien, un front, ça sépare deux masses d'air ici. Puisqu'on voit trois fronts, on voit 1, 2, 3 masses d'air qui sont différentes ici. Alors, il y en a 3 masses d'air. 3 masses d'air. Justifier vos réponses. Tu pourrais mentionner il y a une masse d'air chaud, il y a une masse d'air froid et une masse d'air frais. On pourrait aussi mentionner que les deux fronts séparent l'espace en 3 masses d'air. Masse d'air. C'est comme si je mets mon crayon ici dans la feuille et je dis j'ai un front, j'ai un crayon, je viens de séparer ma feuille en combien de parties? Je viens de la séparer en 2 parties. Si je rajoute un deuxième crayon, je ne l'ai pas séparé en 4 parties. J'ai 1, 2, 3 parties ici. Juste à compter. Question D. Qu'arrivera-t-il à la température de l'air mercredi dans la zone de Sherbrooke? Sherbrooke fait 27, mais il y a un front froid qui s'en vient à Sherbrooke. De l'air plus frais à 16 degrés. Donc, qu'arrivera-t-il à la température de l'air de Sherbrooke lorsque le front froid l'aura rattrapé? La température aura diminué. Elle diminuera. Diminuera. Au futur, le verbe diminuer, il garde son web. E. Expliquez comment se déroulera ce changement. Puis faites un schéma. La question n'est pas claire. Expliquez comment se déroulera ce changement. Est-ce qu'on parle du changement de température? Est-ce qu'on parle du passage du front? On parle ici donc de l'air froid qui va arriver sur Sherbrooke. Je veux donc voir un front froid qui arrive sur Sherbrooke. Autrement dit, la question est expliquer l'arrivée de ce front froid sur la ville de Sherbrooke. Qu'est-ce qui va se passer quand le front froid va arriver? On a une masse d'air qui est froid. On va mettre la ville de Sherbrooke ici à droite. Sherbrooke. Et il va avancer sur l'air de Sherbrooke. Donc, je vais mettre de l'air froid. Air froid. Ici. Et un autre bloc à droite, c'est de l'air chaud. Parce qu'il fait plus chaud à Sherbrooke, 27 degrés. Air chaud. Qu'est-ce qui va se produire? L'air froid se déplace vers Sherbrooke. Donc, je vais y mettre une flèche pour indiquer une force de déplacement, une force qui crée une pression vers Sherbrooke. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le froid va passer à travers? Non, l'air froid va devoir glisser en dessous de l'air chaud. L'air chaud étant plus léger, va passer par-dessus. Donc, mon air froid, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'infiltrer en dessous. Et l'air chaud ne pourra pas rester là. Il va être obligé de s'élever. Mais il va s'élever en altitude rapidement. J'aurai donc une ligne de front entre les deux. L'air froid va glisser en dessous de l'air chaud. Ça, c'est ma ligne de front. Si on veut absolument mettre les petites pointes pour s'en rappeler, ça serait un peu comme ça, quoique ce n'est pas nécessaire, étant donné qu'on a déjà notre flèche de déplacement. Et qu'est-ce que ça amène comme température? Bien, ça va faire en sorte que l'air va se rafraîchir au-dessus de Sherbrooke à mesure qu'il avance. Et en faisant monter l'air chaud, il va se refroidir et se condenser. Il y aura formation de nuages. Qu'est-ce qu'on veut dans notre élément de réponse? On veut mentionner que l'air froid s'infiltrera sous l'air chaud. L'air froid s'infiltrera sous l'air chaud. Et qu'est-ce qu'il va faire l'air chaud? Il va s'élever. Donc, qui s'élèvera? Élèvera. Une fois qu'il va s'élever, il s'éloigne du sol. S'il est loin du sol, il devient plus frais. Donc, virgule, se refroidira. Nous, on parle au futur. Se refroidira. Et une fois qu'il sera en haute altitude, l'humidité qui est dedans, il y aura condensation. Donc, et se condensera. En fait, la vapeur se condensera, si on veut être exact, amenant des précipitations. Amenant des
précipitation. On pourrait mentionner aussi une baisse de la température. C'est un P que je vais mettre ici. Précipitation. Pour la question suivante, on nous parle de ces fameuses lanternes. Les lanternes qui sont des petits sachets de papier comme ça, très légers, à l'intérieur de laquelle on va fixer une petite bougie. On présente que la chaleur de la bougie va faire en sorte que l'énergie thermique fait monter la chandelle. Ben, pas la chandelle, mais la lanterne. Alors, comment ça se fait que ça monte? En réchauffant, l'air à l'intérieur devient plus chaud, les particules s'éloignent, sa pression devient faible, l'atmosphère est plus lourde, donc l'atmosphère, lui, va pouvoir glisser en dessous et forcer le sac ou la lanterne à se soulever, et elle va voler dans le ciel comme ça, tant que la petite bougie va brûler. On nous demande pour quelle raison Ming devrait suivre les conseils de sa sœur, c'est-à-dire ne pas utiliser une lanterne avec une DEL, une diode électroluminescente. Elle mentionne ici là, que la diode, elle fait une faible émission d'infrarouge, donc faible énergie thermique. S'il y a une faible énergie thermique, il n'y aura pas assez de chaleur pour réchauffer l'air, donc l'air ne deviendra pas suffisamment léger pour s'envoler. Donc, quel choix de réponse nous parle de ça? Est-ce que c'est la DEL qui est trop lourde? Ce n'est pas mentionné, il n'y a pas un indice qu'on a étudié là-dedans. Est-ce que c'est parce que la DEL n'éclaire pas aussi vivement? C'est pas ça. Est-ce que c'est parce que la DEL produit trop peu de chaleur? Ah, OK, pour faire diminuer la masse de l'air, masse volumique de l'air et la permettre de s'élever? Oui, ça, c'est tout à fait ça. Est-ce que c'est une question de pollution? Non, pas dans ce cas-ci. Quoique c'est pas faux. Hein, si on envoie des petites lanternes en plastique un peu partout dans les airs, c'est assez polluant. Dernière page, enfin, question 7. À l'aide des cartes, répondez aux questions suivantes. Bien, on va devenir des petits météorologues et on va analyser les cartes. Complétez la capsule météo ci-dessous. Entourez le terme approprié pour chacune des boîtes, là, des petites boîtes grises, là, quand il y a des choix à faire. Donc, on voit, qu'est-ce qu'on voit? C'est samedi, dimanche. Prévision pour samedi, on voit des températures plutôt fraîches dans l'est du Canada. 2, 3, 0, 5, 0, moins 4. Et le lendemain, dimanche, on a monté à moins 2 à Winnipeg, mais il fait toujours fret à Winnipeg. 6 à Ottawa, on a gagné davantage de la chaleur. Toronto, ça a augmenté. Halifax, ça augmente. Donc, on a une augmentation de la température dans cette région-ci. Bon, allons-y avec les choix à encercler. Samedi, ici, il y aura du soleil à Toronto, à Ottawa et à Montréal. Mais dimanche, un front va traverser les deux villes. Est-ce que ça va être un front chaud ou un front froid? Étant donné que les températures augmentent, on doit choisir que c'est un front chaud. Parce que si c'est un front froid, on aurait reçu de l'air plus froid et la température aurait baissé dimanche. Donc, il y a un front chaud qui va passer sur Montréal au-dessus de dimanche. Il traversera ces trois villes lors du passage d'un. Est-ce que ça sera un passage d'un cyclone ou un anticyclone? Rappelons-nous que c'est un front chaud, de l'air léger qui monte. Donc, qui monte en tourbillonnant. Ça va faire un cyclone, à ce moment-là, qui monte. Cyclone. Un cyclone. Bon, alors le temps sera plutôt ensoleillé ou nuageux. Rappelons-nous que si on a un cyclone avec de l'air qui monte, cet air va s'éloigner du sol, va se refroidir et se condenser en nuages. Donc, le ciel sera nuageux, mais relativement doux, froid ou glacial. On regarde la température, ça ne sera pas glacial. Et vu qu'il fait plus chaud que la veille, on va parler d'un temps qui s'adoucit, un temps doux. Doux, c'est relatif comme terme. À Montréal, ben, tous les termes sont relatifs ici, sauf peut-être glacial qui est plus clair. Prochaine phrase. À Montréal, la température atteindra un maximum de combien? Moins 10 à moins 20, 6 à 8 ou 18 à 20? Quels pourraient être les maximums à Montréal? Mais étant donné qu'on voit les températures de la région qui augmentent, on ne va pas aller choisir moins 10 à moins 20. Étant donné qu'on voit que ça a gagné 6, 3 ou 2 degrés, on dit que ça va monter de quelques degrés seulement, ce serait prudent de dire que l'augmentation sera de 6 à 8 degrés. 18 à 20, c'est pas mal trop chaud par rapport au reste des températures environnantes. On mentionne que lundi, lundi, ce serait la case suivante, qu'on n'a pas ça, il va falloir se l'imaginer. Lundi, la pluie va cesser à Toronto, d'accord, et à Ottawa aussi, après le passage d'un front froid. Donc, on a un front chaud qui vient réchauffer, puis lundi, il y a un front froid qui va passer par-dessus. D'accord. C'est comme si, dans le fond, on avait une espèce de petit front chaud ici, là,
Mettons que je me préfère mes petites courbes comme ça, front chaud, mais qui va être suivi d'un front froid. Comme ça. On va avoir le lendemain dimanche le front chaud qui monte les températures et les nuages, et après ça un front froid qui vient pousser rapidement tous ces nuages-là dans le ciel pour dégager après ça le temps qu'on aura. Donc la pluie va cesser après le passage du front froid. À Montréal, le début de la semaine sera encore comment? Bien, étant donné qu'on parle ici de Toronto et Ottawa qui vont recevoir le front froid, Montréal est un petit peu plus à l'est, qu'est-ce qu'il va y avoir à ce moment-là? On risque d'avoir un temps encore nuageux avec des possibilités d'averse, parce qu'un front froid, ça risque de soulever beaucoup les nuages rapidement. De soulever les nuages rapidement. Encore là, on a une question qui nous demande d'expliquer comment le phénomène va se produire. Bien, autrement dit, comment les averses vont se former? Les averses vont se former à cause du passage d'un front. Et on parle du premier front ici, parce qu'on avait du soleil et le lendemain, on a de la pluie. Donc, il s'agit d'un front chaud. Alors, ce premier front qu'on avait choisi ici. On va illustrer le front chaud, puis on va expliquer ce qui se passe. Alors, on a nos villes, on a de l'air chaud qui rentre sur de l'air froid. Si c'est un front chaud, j'aurais donc besoin d'un côté chaud et d'un autre côté qui est froid. Et j'ai besoin de mentionner que ce n'est pas froid vers chaud, c'est chaud vers froid, parce qu'on a un front chaud. Maintenant, cet air chaud, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va bousculer l'air froid et le forcer à se déplacer à droite? Non. L'air chaud est trop léger par rapport à l'air froid qui est plus lourd. Ça va donc passer par-dessus. Mon air chaud va avoir tendance à monter par-dessus mon air froid. Ce qui va me faire une ligne de front comme ça ici. En montant, il ne pourra pas monter très rapidement, donc il va lentement monter et en augmentant en altitude, il va se refroidir, créer de petits nuages, de plus grands nuages, bref, une grande étendue de nuages qui va s'installer au-dessus de la région. L'air chaud va s'élever, créer ces nuages et lentement amener des risques de précipitation. Alors, si on nous demandait donc de décrire ou d'expliquer ce qu'on voit là, il faudrait mentionner que notre air chaud va graduellement monter au-dessus de l'air froid, se refroidir et se condenser. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on avait à l'autre page. À l'autre page, l'air froid se glissait en dessous et forçait l'air chaud à monter rapidement. Alors, on mentionnerait l'air chaud va graduellement, donc lentement, je vais dire ici glisser au-dessus. Tu aurais pu dire monter au-dessus. Lentement glisser au-dessus de l'air froid. Point. Il se refroidira et se condensera. Il se refroidira, l'air chaud, et se condensera en nuages, avec risque de précipitation. Risque de précipitation. Voilà. Et on arrive comme ça à la dernière question. Hey, ton dessin, là, si tu le fais de façon un petit peu plus schéma, genre des boîtes, des blocs, c'est correct, en autant que c'est clair. Si quelqu'un ne connaît pas, ne t'a pas vu faire le dessin, il faudrait qu'il puisse le voir et dire « Ah, OK, je comprends que l'air chaud va monter par-dessus l'air froid. » C'est l'essentiel à identifier ici. OK? En dessous, numéro 8, on parle de Québec. Oh, donc, une nouvelle situation. On change de la précédente. Dans la région de Québec, on prévoit un indice humidex de 40. OK? Ce n'est pas une température de 40. L'indice humidex de 40 et une chaleur accablante pour les prochains jours. Alors, qu'est-ce qui caractérisera la masse d'air durant ces journées? 3 caractéristiques. Température, humidité, pression. 3 caractéristiques. Donc, comment sera la température? La température sera élevée ou basse? On parle de chaleur accablante. Marqué température élevée. Température élevée. Ensuite, humidité. On parle d'un indice humidex de 40, c'est assez élevé ça. On va mentionner humidité élevée. On n'a pas beaucoup de place sur cette ligne-là. Élevée. Et la pression.
comment elle sera? Bien là, si on a de la chaleur, de l'air très chaud, cet air-là aura tendance à monter. Et s'il monte, il est moins pesant sur nous. Donc, la pression va être plus faible. Pression faible. Donc, pression basse, basse pression. Voilà. B. Cette masse d'air-là sera-t-elle le résultat du passage d'un front chaud ou d'un front froid? Bien, s'il y a de l'air chaud qui reste au-dessus de toi, c'est pas parce que c'est de l'air froid qui l'a apporté. C'est parce que c'est de l'air chaud qui vient de s'installer au-dessus. C'est le résultat d'un front chaud. Résultat d'un front chaud. Parce qu'il faut comprendre que une fois que mon air chaud va avoir commencé à monter et s'installer, il va se refroidir. Donc, il va finir par écraser l'air froid, qui lui n'aura pas le choix, puis il va être comme de la pâte en dessous d'un rouleau à pâte, un gros rouleau à pâte d'air chaud qui roule lentement vers la droite, mais l'air froid va se faire lentement déplacer. Oui, l'air chaud va monter, il va y avoir des nuages, mais à la longue, l'air froid va se tasser, laissant place à l'air chaud qui est plus humide, puis forcément plus chaud. À la lumière de ces prévisions, y aura-t-il formation d'un ouragan dans la ville de Québec? Bien, on parle d'un cyclone, mais on ne parle pas d'un ouragan. Donc, non, il n'y aura pas d'ouragan. Pourquoi? On l'a mentionné à l'autre page. Les ouragans se forment au-dessus des territoires océaniques chauds. On a mentionné non. Québec n'est pas une région océanique et chaude. En fait, surtout pas océanique. Une région océanique. Et je n'ai pas besoin de parler de la chaleur parce que oui, il va faire assez chaud. Donc, il y a beaucoup de chaleur, là, 33 degrés, c'est suffisant pour que ça monte. Mais il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas une assez grande surface où est-ce que la température et la pression de l'air sera homogène. Tu vas avoir une petite région là, sur la carte comme Québec, où est-ce qu'il fait chaud, mais à côté, c'est peut-être très froid ici. Ce n'est pas suffisant. Pour un ouragan, il faudrait que toute cette région-là soit de l'eau chaude. Ça n'arrivera pas dans notre région, ça. Ben voilà, la complétion de cette période d'exercice. On a pris un peu de temps pour expliquer tout ça. Je pense que c'est nécessaire, étant donné que ce n'est pas des sujets dont on discourt à tous les jours. Prochaine capsule, on va présenter les réponses de la correction pour la section sur l'effet de serre. À bientôt!